bonjour. Je suis le président de l'Université du Mans. Je suis très content que cette conférence ait lieu à l'université et très content aussi que l'université soit partenaire de cette semaine sur la laïcité organisée par la Ligue de l'enseignement. Quoi vous dire de plus que l'université qui est le lieu où se crée d'une certaine façon le savoir, où on fait avancer un certain nombre de concepts, où on fait de la recherche, où on fait de l'enseignement, notre lien avec la Ligue de l'enseignement, sur des bases de la recherche scientifique qui sont totalement compatibles avec les principes de la laïcité, de tolérance, d'ouverture d'esprit. Donc de ce fait-là, la place de l'université dans cette semaine est vraiment tout à fait naturelle. Puis dire aussi qu'accueillir un collègue de Nantes, qui donne du sens un peu à notre communauté universitaire au-delà du Mans, plus qui fait partie d'un laboratoire commun, le CREN, le Centre de recherche en éducation de Nantes. Je venais de lui dire qu'il fallait peut-être plus l'appeler de Nantes, mais du Mans, ou trouver une appellation plus englobante. Mais en tous les cas, ce laboratoire qui traite des sciences de l'éducation traite de ces aspects en plus des sciences de l'éducation au sens strict du terme. Et je pense que c'est une richesse de toutes les façons. Dans le contexte actuel, on ne peut pas faire l'économie dans de nombreuses disciplines, encore moins en sciences de l'éducation, de ces questions de laïcité ou de coexistence religieuse, d'athéisme. Et je voulais à ce propos dire que l'université du Mans et celle de Nantes sont partenaires dans un autre projet qui s'appelle l'IPRA, l'Institut du pluralisme religieux et de l'athéisme, qui justement traite de ces questions de laïcité et de coexistence religieuse comme de l'athéisme, et que c'est un institut qui donc regroupe des historiens, des juristes, des sociologues, et qui travaillent sur ces questions-là. Alors je pense que c'est peut-être un point important, que les sciences de l'éducation aussi s'y intéressent. Cette question doit être transdisciplinaire, interdisciplinaire. Et en tout cas, moi je me réjouis que cette conférence sur la laïcité et la pluralité culturelle au quotidien, notamment au collège, où beaucoup de choses se décident, où les jeunes sont encore en plein questionnement, soit donc abordée aujourd'hui. Et vraiment l'université est très heureuse d'accueillir donc cette manifestation et d'être partenaire avec la Ligue de l'enseignement donc, pour cette semaine. Je suis enseignant-chercheur effectivement à l'Université de Nantes et au Centre de recherche en éducation de Nantes, qui donc est un centre de recherche effectivement qui a une antenne au Mans. En fait, on ne devrait même pas dire ça, peut-être que c'est un labo commun à Nantes et Le Mans. Et voilà, c'est tout. Alors après, je suis également membre d'un groupe de recherche, et c'est de ce groupe de recherche, je vais vous parler justement de ce groupe de recherche, des travaux qu'on mène dans ce groupe qui s'appelle REDISCO. C'est un acronyme pour religion, discrimination et racisme en milieu scolaire. Si vous tapez REDISCO sur Internet, vous trouverez facilement le site de notre groupe qui ressemble à ça. Voilà. Donc c'est un site sur lequel vous pouvez lire des comptes rendus de lecture, par exemple, quelques ressources que nous utilisons dans nos recherches, et puis également vous pouvez vous tenir au courant des événements que nous organisons. Il n'y a pas longtemps, le 17 octobre, nous avons organisé une journée d'études qui présentait les premiers résultats de notre groupe de recherche. Alors c'est un groupe qui réunit une vingtaine à peu près de membres, à peu près. C'est un groupe également qui est international, comme vous pouvez le lire ici, mais en fait c'est en tout petit, donc vous ne le verrez pas, mais vous pouvez le lire sur le site. C'est un groupe donc français, disons principalement français, mais également avec des membres suisses, québécois et brésiliens. Voilà. Donc on parle de laïcité dans un contexte
pas seulement franco-français, mais international. Et je voulais aussi mentionner que ce groupe de recherche associe des enseignants du secondaire, c'est-à-dire que c'est un groupe de recherche qui ne mobilise pas que des chercheurs, mais qui mobilise également des enseignants de lycée et de collège, qui participent donc à la récolte de nos données, à l'analyse de nos données. C'est assez important parce que ce qu'on souhaite, c'est ne pas, disons, imposer un point de vue de chercheur qui serait extérieur au contexte des établissements. C'est pour ça qu'on souhaite associer divers groupes professionnels à notre recherche pour avoir vraiment un point de vue un peu plus complet que si c'était seulement des chercheurs. Alors, en fait, je vais vous présenter par rapport au titre qui a été mentionné dans le livret, je crois. Le titre mentionné dans le livret, c'est une comparaison entre 2 collèges. Bon, en fait, je vais vous présenter plutôt 3 collèges. Mais d'un autre côté, je vais analyser forcément de façon un peu plus superficielle chacun de ces collèges. Mais il m'a semblé intéressant plutôt d'élargir le regard sur plus d'établissements, parce que c'est un peu notre travail en fait de sociologue ou de chercheur en sciences de l'éducation, de donner un point de vue comparatif entre établissements, alors que, bon, un enseignant ou un principal de collège, par exemple, forcément, au quotidien, connaît davantage plutôt un contexte particulier, celui de son établissement. Alors évidemment, un principal de collège ou un enseignant va dialoguer avec d'autres principaux de collège, avec des collègues d'autres établissements. Mais voilà, ce que nous, on peut apporter, c'est justement un point de vue encore plus global, encore plus transversal. Alors, nous avons à ce propos, aujourd'hui, analysé des données sur 33 établissements dans 6 académies françaises. Donc là, je ne vais pas vous parler des données récoltées à l'international. Donc forcément, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose d'assez partiel par rapport à ce que fait le groupe Redisco dans sa totalité. Le groupe Redisco dans sa totalité a conduit 330 entretiens dans 33 établissements. Moi, je vais vous présenter quelque chose qui est basé sur 15 entretiens dans le premier collège, 15 entretiens dans le second, et puis une trentaine d'entretiens dans le troisième collège que je vais vous présenter. Donc c'est pas beaucoup, forcément. 15 entretiens pour un collège, c'est pas forcément beaucoup, mais d'un autre côté, nous avons décidé, voilà, de pas forcément explorer de façon très minutieuse chaque établissement, mais d'avoir quand même assez de données pour pouvoir ensuite comparer de la façon la plus large possible entre les établissements. Alors, voilà. Maintenant, notre point de vue, disons, théorique. Alors, pour présenter notre point de vue théorique, je vais d'abord vous parler d'un point de vue, en fait, de 2 points de vue que nous n'adoptons pas. En tout cas, que je n'adopte pas. C'est toujours difficile de parler au nom d'un groupe de 20 personnes, donc je vais plutôt dire, moi, je n'adopte pas le point de vue sur la laïcité qui consiste à entrer dans les controverses. Alors, des controverses sur la laïcité, il y en a beaucoup. Là, je vous présente un élément de ces controverses. Alors, il est formulé ici par Catherine Kinsler, qui est une philosophe et qui est spécialiste de la laïcité, reconnue, que vous connaissez sans doute d'ailleurs. Et voilà ce qu'elle dit sur la laïcité. Elle dit « La laïcité va jusqu'aux racines de la disjonction entre foi et loi. Au-delà même de la séparation des églises et de l'État, elle rend le lien politique totalement indépendant de toute forme de croyance ou d'appartenance. Et si une appartenance entend priver ses membres des droits ou les exempter des devoirs de chacun, l'association politique la combat. » Ce point de vue, c'est un point de vue qui est philosophique, qui n'est pas sociologique. C'est un point de vue qui, à mon avis, est tout à fait pertinent
mais nous, disons, en sociologie, en sciences sociales ou en sciences de l'éducation, nous avons besoin de creuser davantage. Par exemple, quand on lit l'association politique combat une appartenance, ici, c'est ça qui est dit, en fait, on ne connaît pas ces entités-là, une association politique dans la société qui combat quelque chose, on ne sait pas vraiment ce que c'est, dans des termes vraiment sociologiques. Donc, je propose de ne pas entrer dans l'analyse avec un point de vue de ce type qui reste peut-être pertinent d'un point de vue philosophique, mais qui n'est pas donc sociologique. Ensuite, je vais vous présenter un autre élément de ces controverses qui, en fait, essaye de prendre le contre-pied du point de vue de Catherine Kinsler. Ici, ce sont des sociologues, enfin des chercheurs en sciences de l'éducation, qui considèrent que le modèle de la laïcité tel qu'il est défini, par exemple, par Kinsler, est une forme, globalement, consiste en une forme de domination par rapport à certains publics d'élèves. Elles écrivent « Ce modèle de laïcité engendre des modes de défense chez les enseignants, supposant une identité compacte, un public non différencié, un clivage entre objectivation et subjectivation et des attentes magiques. Peinant à trouver du sens dans les situations réelles, ils maintiennent dans un fantasme de toute puissance cette illusion au prix de l'exclusion des élèves considérés comme atypiques, sorte de retour du refoulé, de l'inconscient des adultes, l'autre est alors nié comme sujet. » Alors, voilà, je ne vais pas commenter dans le détail ce type de proposition, mais je remarque par exemple qu'il s'agit ici d'un jugement justement porté par des chercheurs sur les enseignants en général. Il est bien dit ici à la deuxième ligne que les enseignants ont des modes de défense spécifiques qui sont engendrés par la laïcité. Et ce mode de défense les conduit, si je comprends bien ce passage, les conduit à exclure des élèves et les conduit à avoir un fantasme de toute puissance, les conduit également à avoir une sorte, à être les sujets d'un retour du refoulé. Donc en gros, c'est une analyse quasiment psychologique qui est en quelque sorte plaquée sur le travail, sur ce que font au quotidien les enseignants. Donc nous essayons d'adopter un point de vue différent. Il consiste justement à ne pas entrer dans les controverses, au contraire à y échapper. Alors pour y échapper, nous essayons de récolter des données précises et on essaye de se situer au plus près de l'interprétation que les acteurs se font des situations, au plus près des interprétations des enseignants. Ce qu'on peut formuler de la façon suivante, on essaye de prendre en compte les compétences critiques des enseignants. On considère que les enseignants ont des compétences critiques, savent critiquer, et que, du coup, le chercheur en sciences sociales, en sciences de l'éducation, n'est pas à une place, en quelque sorte, privilégiée pour pouvoir avoir un point de vue critique sur le travail des enseignants de l'extérieur. On peut formuler ça d'une façon différente. Il s'agit de prendre en compte les activités de rendre compte. La façon dont les enseignants rendent compte de leur activité est un élément central à prendre en compte dans nos analyses. On arrive par conséquent à ce genre de problématique qui nous est commune. Comment les acteurs appréhendent et mettent en mots des situations liées à la laïcité, mais aussi aux discriminations et au racisme. Comme l'indique le titre de notre groupe de recherche, il s'agit d'une recherche sur les religions, mais aussi les discriminations et le racisme en milieu scolaire. Alors maintenant, je vous propose de faire une comparaison entre deux premiers collèges, entre deux collèges qui sont présentés ici, et puis ensuite, je vous parlerai d'un autre collège dans lequel ce ne sont pas vraiment des questions de laïcité qui se posent, mais plutôt des questions de diversité culturelle. Donc sans forcément un rapport direct avec la laïcité. Par contre, dans les deux collèges que je vais vous présenter là, les questions de laïcité se posent de façon assez forte. Alors, le premier collège est situé dans une ville moyenne et d'un point de vue sociologique, sa composition
est assez mixte, c'est-à-dire qu'on a, bon, je vais vous montrer tout à l'heure un tableau, il y a une proportion, disons, raisonnable de classes supérieures, de la catégorie socio-professionnelle, cadre supérieur et enseignant. Il y a également un tiers à peu près d'enfants d'ouvriers et de chômeurs. C'est ça. Alors je vais vous montrer le tableau tout à l'heure, comme ça ce sera plus clair. Mais d'abord, je vais vous résumer rapidement la différence entre ces deux collèges. Donc, assez bonne mixité sociale dans le premier. Et dans le second, la mixité sociale n'est pas bonne, entre guillemets, puisqu'il est très défavorisé, ce collège, avec aussi une forte présence religieuse, notamment de l'islam. Alors, ça, on le sait, pas évidemment officiellement, puisque les statistiques à ce sujet sont difficiles à avoir en France, mais les enseignants et l'équipe de direction et les CPE expliquent que dans ce collège grande métropole, il y a à peu près 90, peut-être 95 même % d'élèves musulmans. Voilà, sans qu'on sache très bien sûr, si ce chiffre est correct, mais c'est le sentiment qu'ont les enseignants et l'équipe de direction et les CPE, bien sûr sur la base de qui fait le ramadan, qui est absent, qui jeûne, etc., etc. Qui est absent certains jours spéciaux, etc. Alors, la question que nous posons dans nos entretiens aux enseignants et également aux CPE et aux directeurs d'établissement, c'est: est-ce que vous avez eu des situations liées à la laïcité et aux discriminations en classe ou hors classe? En fait, la question principale que nous posons au début de l'entretien, c'est: avez-vous eu des situations liées à la diversité sociale et culturelle? Et ensuite, les enseignants peuvent dire si ces situations liées à la diversité sociale et culturelle sont liées justement à la laïcité ou peut-être à autre chose, par exemple à des situations de racisme. Alors voici des données sociologiques sur ces deux établissements. Voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans l'établissement ville moyenne, nous avons à peu près un tiers de cadres supérieurs et enseignants, alors que dans l'établissement grande métropole, il y a moins de 1% d'enfants, hein, de cadres supérieurs et enseignants. Voilà, là je vous propose de regarder simplement les deux premières lignes du tableau. En ce qui concerne les cadres moyens, dans l'établissement ville moyenne, il y en a, hein, 11%, et dans l'établissement grande métropole, les enfants de cadres moyens sont très rares. Et puis si vous passez à l'avant-dernière ligne, vous voyez aussi très clairement qu'en ce qui concerne la catégorie ouvriers et inactifs, il y a quasiment en fait la totalité des enfants de l'établissement grande métropole sont de familles, ont des parents ouvriers ou inactifs, alors que c'est beaucoup moins le cas des enfants de l'établissement ville moyenne. Alors je précise que ces données ont été un peu changées de façon à ce qu'on ne puisse pas identifier l'établissement, hein, puisque les données sont complètement anonymisées, mais bien entendu, les tendances que je vous présente sont conformes à la réalité. Elles sont changées, mais simplement dans un but de masquer, hein, d'anonymiser. Dans le collège ville moyenne, il y a peu de demandes de départ des enseignants. Dans le collège grande métropole, quasiment un tiers, hein, des enseignants veulent partir, ne veulent plus travailler dans cet établissement. Donc des établissements très différents. Alors, je vais vous parler d'abord de la catégorie radicalisation, qui est utilisée dans les entretiens avec les enseignants des deux collèges, mais cette catégorie radicalisation est davantage, bien davantage en fait, utilisée dans le collège ville moyenne. Alors ça pourrait paraître un peu surprenant comme ça à première vue, puisqu'on pourrait se dire, s'il y a une forte présence de l'islam dans le collège grande métropole, eh bien il peut y avoir éventuellement davantage de cas de radicalisation. Voilà, c'est disons, c'est pas forcément l'hypothèse la plus pertinente, mais c'est quand même une hypothèse que quelqu'un pourrait faire assez facilement, surtout dans le contexte médiatique actuel.
En fait, non, c'est le contraire. Les enseignants, dans l'établissement grande métropole avec une forte présence de l'islam, parlent très peu de radicalisation. Ils en parlent de façon très différente. Alors, je vais d'abord vous présenter la façon dont certains en parlent, en tout cas, dans l'établissement ville moyenne. Voici un enseignant d'histoire-géographie qui explique que certains gamins sont faussement dociles, c'est-à-dire que certains gamins qui sont en voie de radicalisation ou de radicalisation larvée sont très forts pour dire oui, oui, et ils récitent très bien leur petit bréviaire du bon élève de collège. C'est pas bien, oui, non, mais en fait, c'est pas ce que je voulais dire, je vais la faire, la minute de silence, et on sait bien qu'au fond, c'est pas complètement acquis. Alors, ici, vous avez compris, il s'agit d'un élève qui a suggéré qu'il ne ferait pas la minute de silence, donc là, suite aux événements liés aux attentats donc de janvier 2015. Alors ici, l'enseignant semble dire que même dans un cas où il semble qu'il n'y ait pas de radicalisation, eh bien, il y a de petits signes qui le conduisent à dire qu'il y en a quand même. C'est une radicalisation larvée. Même si, à l'extérieur, l'élève est capable de montrer une image non radicale, disons, eh bien, l'enseignant considère qu'il y a quand même probablement un effet de radicalisation, un phénomène de radicalisation. Alors, ça deviendra surtout intéressant quand je comparerai à l'autre collège, mais d'abord, je voudrais vous présenter un deuxième exemple assez similaire, une enseignante de français qui explique à propos d'un élève qu'il n'est pas du tout dans le jeu pris, mais dans la petite délinquance bien avancée. Mais bon, on sait tous maintenant qu'entre la petite délinquance bien avancée et puis la radicalisation, il peut y avoir qu'un pas. Donc, elle utilise cette catégorie radicalisation en disant en même temps que, eh bien, à la limite, il n'y en a probablement pas puisqu'il n'est même pas dans le jeu pris, il est seulement dans la délinquance. Elle a à la limite que cet élément-là, et pourtant, elle utilise cette catégorie, ce jugement, selon lequel il est possible qu'il y ait ici un phénomène de radicalisation. Alors, ici, également, dans ce même collège, un enseignant de musique qui a abordé l'hymne israélien avec ses élèves, et il explique que, alors il a eu quelques soucis parce que des parents ont contesté sa proposition pédagogique. Et il interprète cela également en termes de radicalisation. Alors que, effectivement, comme ça, on peut très bien penser qu'un parent qui n'est pas radicalisé pourrait quand même juger qu'il n'est pas approprié d'étudier l'hymne israélien aujourd'hui. Bon, alors, il y a eu un événement pas plus tard qu'hier, vous savez, sur la reconnaissance de la capitale Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc voilà, il y a quand même un contexte politique très fort, et donc on pourrait comprendre que certaines personnes ne soient pas tout à fait disposées à faire chanter l'hymne israélien dans ce genre de contexte politique. Bon, là, ici, l'enseignant interprète cela en termes de radicalisation. Il dit, j'adore, alors, il ne dit pas que ce sont des parents radicalisés, il ne le dit pas comme ça, mais la catégorie apparaît, ça c'est intéressant. Il explique, j'adore l'hymne israélien et j'ai vraiment pas du tout pensé que ça pouvait me lancer dans une polémique comme ça. Bon, je ne vais pas détailler la polémique, mais c'était assez léger en fait, c'était via le carnet de correspondance, simplement. Ça fait réfléchir par rapport au fait que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu de problème, donc pendant, disons, une vingtaine d'années de carrière, et c'est maintenant le premier incident, c'est maintenant. Justement maintenant, donc là c'était en 2016. Je suis en train de me demander si effectivement il n'y a pas des positions radicales qui sont en train de se mettre en place du côté des parents. Donc vous voyez, elle sort facilement cette catégorie-là, radicalisation. Alors après je vais émettre quelques hypothèses sur pourquoi cette catégorie est maniée si facilement dans cet établissement-là, parce que si vous prenez l'exemple de l'autre établissement, eh bien c'est un peu différent, c'est un peu l'inverse en fait. On a beaucoup plus de signes objectifs. Là, bon, j'émets peut-être un petit jugement en disant ça, mais je pense que bon, le chercheur aussi peut
essayer d'émettre quelques jugements. Bon, les éléments sont quand même beaucoup plus probants. On a ici, par exemple, voilà, une mère d'élève qui explique, qui a peur du départ en Syrie. On a des jeunes filles qui se voilent complètement avec des gants, des foulards et des chaussettes, donc spéciales bien sûr, pas des chaussettes classiques. Donc on a beaucoup de signes et pourtant cette catégorie radicalisation, déjà elle est moins présente dans le collège Grande Métropole, mais en plus quand elle est maniée, c'est vraiment avec, avec prudence. Voilà. Alors, c'est un enseignant ici de physique-chimie qui explique, je les vois voiler dans le quartier de manière intégrale, j'en ai vu 2 comme ça, c'est pas énorme. Déjà, bon, il a l'air de vouloir ne pas en faire une montagne, disons. Avec foulard, gants, chaussettes, ça m'a intrigué, car ce sont des élèves ouvertes, pas vraiment radicales quand on leur parle, mais à l'extérieur, elles le font jusque devant l'établissement, et moi je voulais leur demander clairement si quelqu'un voulait les embrigader pour aller en Syrie. Tout ça, elles ont rigolé, elles ont répondu non. Bon. Donc là, la catégorie est maniée de façon un peu plus prudente que dans le collège ville moyenne. Je ne dis pas qu'elle est maniée de meilleure façon, c'est pas ça que je veux dire, mais de façon un peu plus circonspecte, disons, voilà, pas vraiment radicale, etc. La CPE a une approche assez similaire dans ce collège. Elle explique, je ne vais pas parler de radicalisation, donc justement, elle sort cette catégorie, mais en même temps en disant, voilà, j'ai une certaine distance à l'égard de cette catégorie. Mais donc, on a eu de plus en plus de jeunes filles arrivées juste voilées. Après, c'était la tenue intégrale. Après, les gants, ça a été progressif au niveau des tenues. La maman n'a pas clairement dit qu'elle avait peur du départ au djihad, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Donc, beaucoup d'éléments quand même, mais voilà, je ne vais pas parler de radicalisation. Alors, maintenant, quelle hypothèse pourrait-on émettre à propos de cet usage différencié de la catégorie radicalisation? Alors, je vais vous en proposer 2, mais alors sachant que ce sont des hypothèses de travail. Donc, je ne sais pas du tout si on peut vraiment les valider, mais c'est simplement pour stimuler un peu la réflexion. Je vous propose cette première hypothèse, qui est que dans le collège ville moyenne, alors ça je le sais aussi parce que voilà, j'ai enquêté dedans, et donc dans le collège ville moyenne, il s'avère que le lien avec les familles est assez facile, c'est-à-dire que les parents viennent aux réunions parents-professeurs, les parents sont assez engagés dans la vie de l'établissement, et donc il est possible, il est à la limite peut-être assez confortable, il est stratégiquement pertinent, il est assez facile donc d'utiliser une catégorie qui extériorise en quelque sorte les problèmes. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez le cas de l'hymne israélien, l'enseignant n'a pas souhaité rencontrer les parents d'élèves, alors que les parents d'élèves souhaitaient, eux, le rencontrer. Et l'enseignant, du coup, pour expliquer, pour justifier son choix de ne pas rencontrer les parents d'élèves, peut utiliser cette catégorie de radicalisation pour dire qu'en fait, voilà, je n'ai pas à dialoguer là-dessus, ce sont des positions radicales et donc il n'y a pas à transiger. Et d'ailleurs, c'est là où il y a un lien plus ou moins évident avec le concept de laïcité. Cet enseignant va également utiliser l'idée de laïcité pour refuser un entretien avec les parents, pour s'expliquer sur sa proposition pédagogique. Donc, l'hypothèse, ça serait celle-là, dans un contexte où le lien avec les parents est assez bien établi en général, il n'est pas coûteux, entre guillemets, d'extérioriser certains problèmes, de considérer qu'ils ne sont pas pédagogiquement à résoudre, mais qu'ils peuvent être résolus tout simplement en disant, voilà, je ne discute pas avec ces personnes qui, manifestement, donc, sont radicales et ne respectent pas le principe de laïcité.
Alors que dans un collège où le lien avec les parents est plus difficile, eh bien, on souhaite en quelque sorte garder le contact, hein, et donc on hésite davantage à utiliser cette catégorie de radicalisation. Alors, une deuxième hypothèse serait que dans un collège où il y a relativement peu d'élèves qu'on considère comme étant musulmans, donc dans le collège Ville-Moyenne ici, eh bien, on peut faire un lien assez facilement entre l'identité de l'élève, c'est-à-dire il est ou elle est musulmane, hein, et le phénomène de radicalisation. On peut considérer que, tiens, justement, c'est tel élève qui a une position rigide sur tel ou tel point, justement, tel élève, eh bien, justement, c'est un musulman. Or, il y en a peu. Et donc, probablement, qu'il y a un lien entre ces deux phénomènes-là, le fait qu'il soit ou qu'elle soit musulman ou musulmane, et la possibilité d'un phénomène de radicalisation. Alors que dans un collège où de toute façon l'identité musulmane est une donnée très générale, où globalement la quasi-totalité des élèves sont musulmans, eh bien un comportement assez rigide, assez fermé sur tel ou tel point, sur n'importe quel sujet, n'est pas considéré comme relevant d'une radicalisation, puisque on ne fait pas le lien entre islam et position rigide ou un peu dogmatique sur tel ou tel point. D'accord ? Donc, voilà, ça serait cette seconde hypothèse que je formulerai sur ce point-là. Ensuite, quand on analyse le corpus en comparant les deux collèges, on se rend compte aussi, là je vais aller assez vite, que l'idée de république est utilisée plus souvent dans le collège Ville-Moyenne et beaucoup moins souvent dans le collège Grande Métropole. Et puis, l'idée de république est définie de façon très différente. Le principal du collège Ville-Moyenne parle de la République de façon très principielle. Il dit, voilà, il y a le principe même de l'école républicaine qu'il ne faut pas remettre en cause. Il dit également quelles sont là les valeurs républicaines. Alors il explique qu'elles sont là incorporées, il les a profondément en lui, les valeurs républicaines, et il explique que ces valeurs républicaines, elles consistent notamment à appliquer la loi de 2004 de façon très rigoureuse, et même il considère que cette loi de 2004, vous voyez, elle commence à laisser passer des possibilités d'interprétation. On peut passer à travers les lignes de cette loi et il faudrait la rigidifier selon lui. Donc voilà, une façon très principielle d'aborder les valeurs républicaines, les principes de la République, alors que le principal dans le collège Grande Métropole parle de République en termes de continuation des études ou en termes d'élèves qu'il souhaite, il souhaite que ces élèves se sentent bien en République, donc le bien-être, la réussite, etc. Mais donc une approche beaucoup moins principielle, beaucoup moins centrée sur les valeurs explicites, plutôt sur le fonctionnement normal, entre guillemets, d'un établissement scolaire. Alors là, je vais passer cette diapositive, je vais plutôt vous présenter celle-ci. Alors, c'est un cas qui m'a semblé extrêmement intéressant. C'est dans le collège Grande Métropole. C'est un enseignant qui explique qu'il souhaite garder la neutralité imposée par sa fonction, dit-il. Il ne veut pas répondre aux questions que lui posent des élèves musulmans à propos de ce qu'il faut faire dans la religion musulmane, à propos du jeûne, à propos du ramadan. Mais il se trouve que ce professeur, il est typé, disons, il a un physique qui laisse penser les élèves qu'ils seraient d'appartenance musulmane. Et donc, ils insistent, ces élèves, ils lui posent quand même des questions. Alors, c'est un passage intéressant ici parce que, en quelque sorte, l'enseignant est pris au piège. Il ne souhaite pas reconnaître
l'identité musulmane de ses élèves, il ne souhaite pas considérer ses élèves dans leur appartenance à la religion musulmane, mais il le fait quand même, finalement. Alors, je vous lis ce qu'il dit. Je leur ai dit à mes élèves que j'étais de culture musulmane, mais je ne pratique pas, je ne crois pas. Ils me posent quand même des questions, mais je ne réponds pas pour respecter la neutralité imposée par notre fonction. Donc là, voilà, il essaye d'être neutre, de pratiquer une laïcité comme abstention, en fait. Et puis ensuite, il explique que 3 élèves sont venus, car ils s'inquiétaient pour le brevet de cette année qui tombe en plein ramadan. Je leur ai dit de ne pas faire le ramadan pendant les jours de l'épreuve, c'est normal dans l'islam. Donc ici, néanmoins, même s'il veut rester neutre, il n'y arrive pas en quelque sorte, parce que les élèves insistent, alors pas parce que l'enseignant les reconnaîtrait directement comme étant musulmans, mais parce que les élèves reconnaissent cet enseignant comme étant musulman et, par conséquent, il se sent obligé de répondre à leurs questions qui concernent la religion musulmane. Voilà. Et ça, c'est un exemple qui me semble très intéressant parce que ça signifie que même si on a des principes très rigoureux sur la laïcité, même si on souhaite vraiment être neutre, eh bien parfois on n'y arrive pas tout simplement en contexte, et cet exemple le montre, je trouve, assez bien. Alors, cette fois, je voudrais donc passer au 3e collège que je voudrais vous présenter. Alors là aussi, les données ont été stylisées, disons, pour que l'établissement ne soit pas reconnaissable. Alors, j'ai encore 15 minutes à peu près, ça va ? Oui. Alors voici un établissement dans lequel, comme je vous l'ai dit, les questions de laïcité se posent assez peu. Par contre, il y a des questions de diversité culturelle qui se posent beaucoup. Alors, c'est un établissement où il y a 27 nationalités différentes et une pluralité linguistique assez forte. Les enseignants doivent, et l'équipe de direction, doivent parfois se faire traduire par les parents des élèves ou doivent connaître certains mots de roumain ou de russe, par exemple, pour pouvoir comprendre certains comportements. Alors là, d'abord, je vais me focaliser sur les données sociologiques au sens strict. C'est un établissement, donc je l'ai dit, donc ça c'est intéressant, il y a beaucoup de nationalités différentes, mais ce n'est pas non plus comme on pourrait éventuellement se l'imaginer, un collège situé en REP+, ni en REP. C'est un collège qui n'est pas labellisé de ce point de vue-là. Et en plus, il accueille une assez forte proportion de cadres supérieurs et enseignants. Donc voilà, parfois on s'imagine que les collèges qui ont une diversité culturelle forte sont également des collèges de REP+, ou des collèges assez défavorisés, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, la proportion de cadres supérieurs, donc d'enfants de cadres supérieurs et enseignants, est bien plus élevée que la moyenne nationale. D'un autre côté, beaucoup d'élèves dans ce collège résident en zone urbaine sensible. 30%, vous voyez, par rapport à 7% la moyenne nationale. C'est un collège également qui manifeste des demandes de départ assez fortes, 31% par rapport à une moyenne nationale de 16%. Alors, un élément aussi important que je dois mentionner, c'est que dans ce collège, la majorité des enseignants, la très forte majorité des enseignants, considèrent qu'il devrait, cet établissement, être classé REP, voire REP+, et ils ont mené des actions de grève les années précédentes, je ne vais pas préciser lesquelles, pour avoir ce label, mais ça a été refusé justement sur la base de ces indicateurs sociologiques. Vous ne pouvez pas avoir le label REP+, quand vous avez 27% d'élèves issus de familles cadres supérieurs et enseignants.
Alors, une question qui peut être intéressante ici, c'est pourquoi les enseignants et la direction considèrent que l'établissement devrait être classé REP+. Alors, je vais donner quelques éléments avec un témoignage de la CPE qui parle, peut-être pas directement de communautarisme, mais qui décrit la population de son collège en termes de communauté. Elle explique « Certaines communautés dont le nombre a augmenté se sont regroupées, ce qui n'était pas le cas avant. La population rome, parce que c'est quand même assez spécifique à notre établissement, car nous sommes sur le secteur des 2 principaux camps illégaux. Passer d'une population où il y avait 10 élèves roms et maintenant 27, ça paraît rien comme ça, mais du coup, ils se sont regroupés. Les autres communautés se sont regroupées en face. La population rome a augmenté, ils ont commencé à se déplacer physiquement en groupe. Et de l'autre côté, il y a la population d'Afrique noire et maghrébine qui s'est regroupée et on a commencé à avoir des tensions. Donc, des phénomènes de mise en forme, en quelque sorte, de communautés qui sont quasiment perceptibles à l'œil nu, physiquement. On a des groupes qui se forment et qui se déplacent dans la cour. Alors, pour ce collège-là, je vais également vous présenter un petit peu la façon dont on commence à coder les entretiens. Donc là, vous pouvez le voir sur le 2e point de la diapositive. Nous essayons de repérer pour chaque situation quelle est la stratégie de la personne qui agit, donc de l'enseignant, de la CPE, du principal. Nous essayons de voir quelles sont ses ressources, qu'est-ce qu'elle a utilisé, la personne, en fait, dans la situation pour agir. Nous nous intéressons aussi à la façon dont les enseignants, etc., interprètent la situation. Est-ce que la situation est interprétée comme un problème culturel ou un problème plutôt social ou un problème économique, etc., ou un problème ici, effet du territoire. Et puis nous essayons d'écrire les logiques d'action des enseignants. Alors, je vais vous expliquer ça plus en détail avec les exemples, sur la base des exemples. Alors, voilà comment cette CPE agit dans cette situation de communautés qui se forment et qui produisent des tensions. Elle explique, si on n'est pas là en tant qu'adulte à bien surveiller, à bien écouter, à bien regarder, ça peut dégénérer. Il faut être là. Oui, d'abord, les surveillants, ils le savent. Ce qu'ils font, c'est remonter les choses. C'est eux qui l'ont vu en premier. C'est eux qui savent si un élève va pas bien. C'est eux qui savent si un groupe va pas bien. C'est eux qui sont en contact toute la journée. Alors, ici, la stratégie de la CPE est d'anticiper. Vous l'avez compris, elle essaye de repérer les petits signes de tension qui pourraient apparaître avant qu'ils apparaissent vraiment. Et elle utilise son corps. On verra que ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, l'équipe éducative mobilise le corps, il faut être là, il faut être en contact, il faut écouter ce qui se dit, il faut passer entre les élèves dans la cour, etc. Donc, on anticipe sur la base de ressources corporelles. Elle explique que la situation est due à un effet du territoire, comme on l'a vu précédemment. C'est parce que le collège est situé à côté d'un campement rom important. Et la logique d'action ici est civique. Alors ça veut dire que tout simplement la CPE ne va pas considérer forcément l'individualité de tel ou tel élève, la psychologie spéciale de tel ou tel élève, sa situation personnelle, ni par exemple son appartenance à telle ou telle communauté éventuelle. Donc la logique d'action est civique, c'est-à-dire on ne prend pas en compte ces différences culturelles, communautaires éventuelles. Alors, l'idée ici, bien entendu, c'est de ne pas rester à ce genre de situation, mais de coder on va avoir des milliers en fait de situations dans notre corpus, et puis ensuite on pourra essayer de croiser les différentes variables. Par exemple, on pourrait se demander, je ne sais pas moi, est-ce que les hommes ont des stratégies différentes des femmes? Est-ce que les personnes, les enseignants plus âgés, avec davantage de carrière,
auront les mêmes ressources que les enseignants plus jeunes, etc., etc. Et dans ce cas-là, lesquels? Voilà. Donc c'est ça l'idée, donc d'avoir évidemment des données plus générales. Mais voilà, je vous montre un petit peu comment on va faire. Alors, là, je vous donne un exemple dans lequel la CPE voudrait, en fait, utiliser cette logique d'action civique. Bon, globalement, les enseignants, les CPE, les principaux, privilégient le plus souvent, du moins dans les discours, la logique d'action civique. C'est bien dans leur métier. Leur métier, tel qu'il est défini en France, c'est de ne pas prendre en compte les différences, par exemple, culturelles ou communautaires, etc., en premier lieu, en tout cas. On peut les prendre en compte, mais ce n'est pas ce qui compte en premier lieu. En premier lieu, ce qui compte, c'est de considérer l'élève comme un citoyen sans considérer donc telle ou telle appartenance. Mais parfois, ce n'est pas possible. La logique d'action civique n'est pas faisable, et donc on passe à une autre logique d'action. Par exemple, ici, la CPE explique: on s'est fait pourrir par une maman rome parce qu'effectivement, on demandait à ses enfants d'appliquer le règlement intérieur, d'être présents, et elle nous a ouvertement traités de racistes, en hurlant à mon encontre. Le principal adjoint a eu la même chose. Ça arrive, ça, oui, on l'entend assez régulièrement. Quand les personnes se mettent à hurler en sortant d'un couloir, de toute façon, c'est pas la recadrer qu'on pourra. Quitte à recadrer les choses, ça sera la prochaine fois. Un prochain entretien, on reprend les choses calmement. Alors je demande, et avec cette maman, vous avez repris? Non, mais c'est une famille particulière. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que au début de la situation, la CPE essaye de se situer dans une logique d'action civique. On demande simplement aux enfants, en l'occurrence ici, Rome, d'appliquer le règlement intérieur, d'être présents. Et si vous n'êtes pas présent suffisamment, eh bien, il y a des procédures qui sont mises en route. Voilà, il faut appliquer ce règlement-là, il faut être présent, du moins assez présent, à l'école. Même, voilà, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, sa communauté, etc. Alors, mais elle n'y arrive pas, bien sûr, vous l'avez compris. La mère, donc la maman, ici, elle est définie comme maman, explique, donc traite à peu près toute l'équipe éducative de raciste en hurlant. Et puis, finalement, même la recadrer à un prochain entretien, ça, elle y renonce. La CPE renonce à reprendre les choses calmement lors d'un prochain entretien, et elle se justifie en disant que non, je ne reprends pas parce que c'est une famille particulière. Donc, on passe d'une logique civique qui consiste à ne pas prendre en compte les particularités à une logique, justement, qui prend en compte les particularités. Cette famille, elle est tellement particulière qu'on ne va même pas reprendre. Donc, en fait, on va, en quelque sorte, laisser faire. Voilà, on s'est fait insulter, on s'est fait traiter de raciste, mais tant pis, parce que c'est une famille particulière. Alors, la situation est interprétée comme un problème culturel, un effet du territoire. Les ressources, c'est l'habitus professionnel ici. Alors, parce que la CPE a une certaine expérience, sédimentée dans le temps long, c'est ça l'habitus, dans le jargon sociologique, mais que vous connaissez sûrement. Elle sait qu'il ne sert à rien, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, elle pense en tout cas qu'il ne sert à rien de recadrer avec cette maman-là. On connaît ce genre de situation, ça ne mène à rien, donc voilà, ici c'est l'habitus qui est pris, qui sert de ressource. La stratégie prise de distance, alors ça on peut le voir dans le rire par exemple. D'abord elle essaye de prendre de la distance en ne réagissant pas tout de suite à ces insultes, et puis ensuite elle prend de la distance en disant bon, on ne va rien faire dans ce cas-là, c'est particulier, et elle rit. Voilà, c'est une façon de prendre de la distance et donc d'agir en situation de travailler pour cette CPE. Et la logique d'action, elle est domestique. Alors là, la logique d'action domestique, ça signifie que c'est une démarche en fait de proximité qui consiste à prendre en compte justement les particularités des personnes, contrairement à la logique civique.
Alors un autre problème qui se pose dans cet établissement, c'est que de la part de pas mal d'élèves, alors les enseignants expliquent que c'est lié à une certaine culture, justement, à une certaine culture, eh bien, l'autorité des femmes est refusée. Et la CPE explique qu'il refuse l'autorité, celle des femmes et celle des hommes est acceptée. Mais on travaille en équipe, donc il y a certains groupes pour lesquels on sait déjà qu'il faut intervenir à deux. Alors, je demande, est-ce que vous intervenez à deux pour éviter que ça soit juste une femme? Oui, c'est ça. J'ai déjà fait appel à l'équipe de direction pour ça. Alors, je demande, et pas forcément parce que c'est la direction, mais parce que c'est des hommes. Oui, c'est ça. Appeler un surveillant aurait été pareil, mais homme. D'ailleurs, ça arrive, je vais appeler un surveillant qui aura plus d'autorité que la CPE, alors que je suis censé être plus dépositaire de l'autorité. Je continue sur la même situation en demandant un exemple. Eh bien, par exemple, une fois un élève s'est planté au milieu de la cour et il a dit « là, je ne bougerai plus », il était accroché au poteau, et là, on fait intervenir un homme et il bouge. Alors, je demande quand même, pour être sûr qu'il s'agit d'une question homme-femme, est-ce que c'est en tant que femme? Oui, on le sait au fur et à mesure qu'il y a des événements, il y a plusieurs faits posés et on voit bien ce qui se passe. Alors, la stratégie ici, on pourrait parler aussi d'anticipation, mais je propose de poser une autre catégorie, celle de différer l'action. En fait, les deux catégories conviennent. Il s'agit d'anticiper et de différer l'action. Alors, différer l'action parce que la CPE considère qu'il ne faut pas agir tout de suite dans certaines situations qu'elle sait reconnaître et qu'il faut faire appel à des hommes, qu'ils soient surveillants, qu'ils soient membres de l'équipe de direction, pour qu'ils agissent en quelque sorte par corps interposé. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que le corps était assez important, le contact était assez important avec les élèves pour éviter les tensions, mais ici, le corps d'une femme, en fait, ne suffit pas, manifestement, pour repérer, calmer ces tensions. Il faut le corps d'un homme, donc c'est pour ça que je propose cette formulation, elle agit par corps interposé, par corps masculin, en différant l'action. Alors, la ressource ici, c'est l'habitus professionnel. On le voit par exemple là, bon, c'est comme ça que j'interprète en tout cas quand elle dit « on le sait au fur et à mesure qu'il y a des événements ». Elle apprend à reconnaître donc ces situations où il faut faire appel à des hommes. Et donc, c'est son habitus qui est mobilisé au sens d'une expérience assez longue accumulée et qui permet d'agir. Et également, l'organisation du travail est importante, puisque pour faire appel à des hommes, eh bien, il faut qu'ils acceptent, et il faut qu'ils comprennent, il faut qu'il y ait une organisation pour que on puisse agir collectivement dans certaines situations où l'autorité des femmes n'est pas acceptée. Et la logique d'action ici est libérale, dans le sens où on prend en compte ici, non pas la communauté, mais plutôt l'individualité de tel ou tel élève, c'est-à-dire on va agir en fonction de, du caractère misogyne ou gynophobe, disons, des élèves. Pour les élèves qui sont misogynes, gynophobes, qui n'acceptent pas l'autorité féminine, eh bien, on va agir non plus sur un mode civique, mais sur un mode libéral. On va s'adapter à telle individualité. Alors, je vous donne un dernier exemple qui consiste, qui est lié également à ce refus de l'autorité féminine qui, d'après les enseignants, est lié à la diversité culturelle de l'établissement. Alors là, on le voit très bien, mais cette fois, c'est en classe. C'est une enseignante d'anglais qui explique, là, c'est encore une différence en termes de culture, puisqu'il y a effectivement des parents. Quand le professeur principal est une femme, il ne souhaite pas avoir affaire. Alors je demande, est-ce qu'ils le disent clairement? Oui, ils le disent clairement, parce que vous êtes une femme. C'est une certaine communauté, ce n'est même pas caché. Après, une fois qu'on le sait, bon bah voilà. Mais je dirais, l'ennui, c'est que les élèves peuvent avoir le soutien de leur famille. Donc forcément, on n'a pas le même poids si on sanctionne. On sait que la sanction peut sauter. Donc on est obligé de travailler dans le compromis, dans la négociation. Sur une année, ça arrive avec un élève dans une classe. Donc si tu as 8 classes, ça fait quand même 8 familles au moins. Alors ici, la stratégie,
elle consiste à diluer les événements, à dire justement, comme je l'ai mis en gras, bon ben voilà, on ne va pas en faire une montagne, on va travailler quand même, même si, bien entendu, ce n'est pas très agréable d'avoir affaire à ce genre de situation. On s'adapte, on fait un compromis, on travaille dans la négociation. De la même façon ici, les ressources sont liées à l'organisation du travail. Alors là, c'est bien sûr parce que, comme certains parents ne souhaitent pas rencontrer la professeure principale femme, il faut bien faire venir les parents auprès d'autres personnes qui seront cette fois des hommes. Et la logique d'action est libérale, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, on prend en compte en quelque sorte la particularité gynophobe de certains élèves. Alors, je conclus sur ces 3 collèges. Alors, c'est pas facile parce que j'ai présenté des situations assez contrastées, mais je vais essayer de le faire quand même. Je conclus en disant que la complexité... Alors, j'ai oublié une chose, pardon, parce que j'avais posé la question, cette espèce d'énigme en fait que je vous ai proposée. Donc, pourquoi, malgré ces indicateurs sociologiques finalement assez, disons, bons en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est un collège qui a une mixité sociale importante, qui n'est pas forcément très défavorisée. Pourquoi les enseignants et l'équipe de direction souhaitent le label REP+, ou REP? Eh bien, vous en doutez, hein, c'est parce qu'ils considèrent que dans des situations comme ça de diversité culturelle forte, eh bien, il est, ici en l'occurrence, pas toujours, ça ils le disent, hein, bien sûr, très souvent, ils disent en même temps, les 27 nationalités différentes, on adore ça, c'est une richesse, c'est très bien, bien entendu. Ils ne disent pas qu'en général, la diversité culturelle empêche de travailler, bien entendu. Mais ils considèrent que dans ce contexte-là, eh bien, ça complique le travail, hein, parce qu'il faut s'organiser, etc. Et donc, c'est sur cette base-là qu'ils souhaitent avoir un label qui leur permettrait d'avoir des conditions de travail plus confortables, hein, avec des effectifs de classe moins élevés, etc. etc. Alors, voilà, je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure. La complexité des situations empêche l'utilisation de certaines ressources, nécessite des compromis et conduit à privilégier une logique d'action libérale ou domestique, quand la logique d'action privilégiée par les enseignants en général, dans l'idéal, c'est la logique d'action civique. Voilà, deuxième point de la diapositive, qui souligne que notre questionnement, celle de l'équipe Redisco, sur non seulement la diversité sociale, mais la diversité aussi culturelle, est pertinent. Ce questionnement est pertinent, puisque même dans des établissements avec une diversité sociale qui, comme ça, sur le tableau, ne pose pas de problème particulier, c'est-à-dire que c'est un établissement qui ne nécessite pas un label particulier, eh bien, il y a quand même des questions de diversité culturelle qui font penser aux enseignants et à l'équipe éducative qu'un label de ce type serait nécessaire. Et puis, troisième point de la diapositive, qui concerne ici plutôt les 2 premiers collèges que j'ai présentés, je vous propose la conclusion suivante, hein, que la laïcité et la radicalisation sont certes des principes politiques et des phénomènes sociaux. Alors, la laïcité est un principe politique, la radicalisation est un phénomène social réel, bien entendu, mais parfois, c'est également un moyen d'externaliser des problèmes, un moyen de travailler, en fait, une catégorie ressources, hein, c'est ce que je propose ici. Donc, le fait, évidemment, que parfois, ces catégories-là, laïcité, radicalisation, soient des catégories qui sont des ressources dans le travail des professionnels, ne change rien au fait que ce sont aussi un principe politique important et un phénomène social réel. Voilà. Bon, alors c'est une conclusion pas pas forcément très carrée, mais ça c'est parce que voilà, nous n'avons pas terminé tout à fait notre travail.
d'exploitation des résultats. Merci de votre écoute. Que pense le ministère de l'Éducation nationale du refus de l'autorité des femmes? Ah, je ne sais pas. Vous ne transmettez Je ne fais pas partie du ministère. Vous ne transmettez pas les résultats au ministère? Alors si, effectivement, on les transmet, mais pas directement. On les transmet sous forme de publication, et puis ensuite le ministère peut éventuellement puiser là-dedans pour agir, quoi. Après, évidemment, le ministère considère que ce n'est pas possible, que effectivement, et c'est pour ça qu'il y a des actions sur les valeurs de la République qui insistent beaucoup sur l'égalité homme-femme. Non, mais je disais juste, le collège lui-même, je sais pas, a peut-être signalé quand même qu'il y avait des problèmes au sein de son établissement, à sa hiérarchie. Alors la hiérarchie, c'est-à-dire qui se trouve au-dessus en quelque sorte de l'établissement. Oui, alors ça c'est un travail qui est fait de toute façon. C'est-à-dire que l'équipe de direction présente, bien entendu, au niveau hiérarchique, au niveau du ministère, les conditions de travail de l'équipe. Ils ne peuvent pas faire l'autruche quand même. À un moment donné, il y a bien... Alors là, justement, effectivement... un retour. Oui, là c'est une façon de décrire que je peux pas prendre, que je peux pas utiliser, puisque comme je suis sociologue, voilà, j'essaye de décrire sans juger. C'est-à-dire que je peux pas dire, par exemple, que tel enseignant ou telle équipe éducative fait l'autruche. C'est-à-dire que c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de comprendre les situations. Ensuite, libre à tout lecteur de nos travaux, bien entendu, de considérer que, voilà, là, il y a une politique de l'autruche et que ça ne va pas. Mais moi, mon travail est ailleurs, quoi. Juste peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c'est un travail de recherche, en fait. C'est vrai qu'on peut pas, enfin, nos collègues sont pas inspecteurs pour faire des rapports au ministère qui doit agir ou qui, conseille les enseignants en disant, tu aurais dû faire ceci ou tu devrais faire cela. C'est de l'observation. En physique, on observe des phénomènes bien particuliers qu'on essaie de modéliser, de comprendre, et les sociologues en font de même dans la vie, et ce qui effectivement est des fois, plus parlant pour le grand public, et qui génère effectivement ce type de questions. Mais je voulais juste repréciser que c'est un travail de recherche académique pour essayer de comprendre ce qui se passe, l'écrire et le publier dans des revues souvent spécialisées, mais je ne pense pas que le ministère, ou peut-être il le fait, de compulser la bibliographie ou les travaux pour essayer de comprendre. Ils ont leurs propres experts des fois qui font des études, qui font des rapports, mais c'est juste à différencier entre le travail du chercheur qui essaie d'être le plus neutre possible par rapport aux matériaux, je mets matériaux entre guillemets, qu'il étudie. En l'occurrence ici, ces phénomènes-là, et c'est dans des collèges avec des hypothèses, des populations différentes, en essayant de voir quels sont les effets de tel ou tel paramètre sur effectivement ce qu'observe le sociologue. Et c'est pour cette raison que moi j'intervenais juste peut-être pour apporter cet éclairage, étant enseignant-chercheur moi-même. Merci. Oui, c'était le sens de ce que je disais ici. Voilà. Mais par contre, donc d'échapper aux controverses. C'est-à-dire que si on commence à rentrer là-dedans, on risque d'avoir des jugements de ce type-là, qui ne sont pas mauvais en soi, je pense. Mais c'est le champ, par exemple, le philosophe normatif, Catherine Kinsler, d'une philosophe normative. Donc, nous, comme on est sociologue, on est plutôt dans la description. Voilà. Et juste une chose, par rapport au ministère, par contre, le ministère intervient en quelque sorte, puisque la recherche Redisco est financée, entre autres, sur des fonds ministériels aussi. Alors, pas le ministère de l'Éducation directement, mais une délégation interministérielle, en fait. Mais
c'est une façon aussi pour le ministère d'agir, c'est-à-dire de financer des enquêtes collectives qui puissent éclaircir notre connaissance, enfin améliorer notre connaissance de ce type de situation-là. J'aurais souhaité savoir si vous avez des données sur un lien éventuel entre cette gestion, entre guillemets, de la laïcité dans les établissements que vous avez étudiés et la qualité des apprentissages, des enseignements et de la réussite des élèves. Un lien, alors... Non, c'est pas notre objet. C'est pas votre objet, mais il y a un moment donné, quand vous étudiez justement... Non, ça, on pourra vous le dire dans un an, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Okay. Non, là, on est en plein dans le codage, dans la mise en forme des données. Ouais, alors lien entre... Non, j'aimerais vous répondre, mais je peux pas. Vous n'avez pas un taux de réussite au brevet, par exemple? S'il était doté. Oui, on prend en compte le taux de réussite au brevet, mais alors après, pour savoir si le taux de réussite est élevé ou pas à cause de ce type de situation-là ou grâce à ce type de situation-là, ça, on ne peut pas faire le lien avec le matériau qu'on a, c'est pas possible. Ouais. Il faudrait une analyse statistique, mais vraiment centrée que sur les statistiques des établissements et qui, effectivement, mais en même temps, même une analyse statistique, ça n'irait pas parce qu'on n'aurait pas les situations, quoi. On n'aurait pas ces situations-là. Donc il faudrait faire quelque chose de vraiment très très ambitieux pour répondre à votre question-là. Ouais. Bon, c'est déjà très ambitieux ce qu'on fait. Hein. Il faudrait quelque chose d'exceptionnellement ambitieux qui n'existe pas. Est-ce que vous travaillez avec d'autres équipes professionnelles? Oui, excuse-moi. Pour l'enregistrement. Ah, pardon. Je recommence. Oui, s'il te plaît. Est-ce que vous travaillez avec d'autres équipes comme Rudisco qui sont peut-être de la même taille que vous ou plus grandes? Et est-ce que vous mettez ces données en commun et vous pouvez travailler à partir des résultats d'enquêtes sociologiques autres que les vôtres sur les mêmes thèmes, sur la laïcité, sur... Non, à ce jour... Alors, c'est en cours, oui, on travaille par exemple en lien avec l'IPRA, un petit peu, l'Institut du pluralisme religieux et de l'athéisme. C'est-à-dire que l'équipe, en fait, Rudisco, elle est basée à Lyon. Et donc à Lyon, il y a notamment l'Institut français de l'éducation qui soutient la recherche. Et moi, personnellement, je suis sur Nantes et je suis membre de cette IPRA qui est en fait un institut des Pays de la Loire. Et j'en profite à ce sujet pour vous dire que le 4 octobre 2018, on va présenter, alors ça sera beaucoup mieux que mon exposé parce qu'on sera 5 à présenter les résultats de la recherche Rudisco. Alors ça sera peut-être encore des résultats intermédiaires, mais beaucoup plus avancés. Et ça sera à Nantes, au château des Ducs de Bretagne. Je préfère pas vous donner l'horaire parce que ça risque de... Des fois ça change, mais je pense que je peux vous donner la date, c'est le 4 octobre 2018. Bon, vous pouvez avoir l'info sur Internet, je pense, dans quelques mois, sur le site de l'IPRA. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous nous avez présenté, c'est que ça montre que les situations ne sont pas évidentes. Il n'y a pas de réponse stricte et ça s'adapte à des situations. Et je voulais vous demander si vous connaissez d'autres exemples de ce type de recherche dans des pays qui ont pratiqué le multiculturalisme de façon beaucoup plus systématique, comme l'Angleterre, dans les écoles, et qui auraient pu avoir des choses à apporter à ce niveau-là, sur les stratégies, sur leurs propres stratégies. Alors, c'est très difficile de répondre aussi. Là, vous posez des questions vraiment très difficiles, tous. Non, alors, pareil, là, la recherche, elle a été bien amorcée sur le terrain français,
Je vous avais dit que c'était une recherche internationale France, Québec, Suisse, Brésil, mais les collègues québécois, brésiliens, suisses sont à une phase, disons, ils débutent là pour l'instant, parce que la recherche a été lancée en France, entre guillemets, et le temps de trouver, de constituer des équipes dans les autres pays, de trouver des financements, eh bien, ça prend du temps. Donc là, je ne peux pas vraiment vous répondre. Je peux simplement peut-être vous répondre un peu de côté en disant que aujourd'hui, il y a un débat sur la laïcité. Est-ce qu'on peut parler de laïcité européenne ou est-ce que la France est un pays laïque dans une Europe qui l'est beaucoup moins? Et il y a des chercheurs qui donc, pensent que l'Europe est laïque et que en fait, chaque pays a un modèle de laïcité différent, et que chacun sa voix, chacun sa laïcité. Puis d'autres qui, comme Catherine Kinsler par exemple, ici, qui considèrent que la France est particulièrement laïque et que les autres pays le sont beaucoup moins. Alors, sur l'Angleterre, l'exemple est intéressant parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, les écoles qui sont state-funded, c'est l'anglais qui me vient quand je parle de l'Angleterre, ils sont financés par l'État. Donc les écoles publiques, disons, qu'on appellerait publiques en France, qu'on n'appelle pas publiques en Angleterre, ces écoles-là peuvent, certaines d'entre elles en tout cas, quand elles sont religieuses, peuvent refuser des élèves sur des critères religieux, peuvent refuser des élèves parce que sa religion ne correspond pas à l'éthos de l'école. Alors en France, on a des écoles catholiques sous contrat, mais elles n'ont pas le droit, officiellement en tout cas. Dans la pratique, c'est différent. Mais officiellement, elles n'ont pas le droit de choisir leurs élèves sur la base de critères religieux. Alors en Irlande, par exemple, ça va jusqu'au certificat de baptême. Les écoles catholiques peuvent demander un certificat de baptême aux familles pour qu'elles inscrivent leur enfant dans l'école qu'elles souhaitent. Ce qui conduit, par exemple, des élèves qui habitent très près d'une école à ne pas être scolarisés dans cette école parce que l'école privilégie des élèves de la religion appropriée qui habitent, par exemple, à 20 km. Donc des situations à peu près absurdes, en fait. Voilà. Et donc avec ces situations-là, certains chercheurs disent, non, quand même, il y a une laïcité européenne. Voilà. Donc vous devinez peut-être que ma position personnelle, c'est pas vraiment celle-là. Mais bon, j'ai un peu dévié du sujet, désolé, mais c'est parce que j'étais compétent uniquement pour répondre à cette question-là. J'avais deux petites questions. Je voulais savoir si les collèges vous avez accueillis facilement pour mener cette enquête. Parce que comme sur les questions de harcèlement, des fois c'est difficile d'aborder certains sujets pour pas se faire une mauvaise autopromotion quelque part. Donc voilà, savoir déjà si les collèges vous avez ouvert les portes ou comment vous l'avez présenté, comment vous l'avez amené. Et la deuxième chose, c'est dans ce que vous avez présenté, vous ne donnez pas la parole aux élèves. Et du coup, je voulais savoir si c'était un parti pris et si vous aviez des collègues qui travaillaient différemment. Voilà. Alors, oui, pour l'accès aux établissements, la plupart des établissements ont accepté. On a fait très attention à demander de façon assez formelle, mais pas trop. C'est assez difficile. Si on demande de façon un peu trop formelle, on est perçu comme un agent du ministère et on peut peut-être refuser notre entrée dans l'établissement. Donc il faut qu'on présente ça, on présente d'une façon qui permet quand même d'étudier la plupart des établissements. On n'a pas eu beaucoup de refus. Après, je ne peux pas vous dire exactement combien, parce que on est 20 à peu près, un peu moins quand même, 20 c'est l'équipe internationale, mais la plupart donc, des établissements ont accepté. Et puis, en ce qui concerne les élèves, oui, c'est un parti pris, mais pas parce qu'on ne s'intéresse pas, bien entendu, à l'opinion des élèves, mais parce que
on souhaite se focaliser sur un point précis et ne pas s'éparpiller, quoi, tout simplement. Sachant que l'enquête, elle est en collège. Maintenant, l'enquête a débuté dans les lycées, généraux et professionnels, généraux technologiques et professionnels. Et ensuite, l'enquête sera dédiée à l'école primaire. Donc voilà, avec ce programme-là, on hésite à élargir à la parole des élèves, quoi.